Alors, vous êtes docteur en neurosciences, rédacteur en chef d'une revue, Cerveau et Psycho. La liste de vos interventions, de vos expertises, elle est très longue, mais ce qui revient souvent, c'est évidemment votre ouvrage Le bug humain, et qui a fait le buzz, et puis Où est le sens, qui poursuit votre questionnement sur la manière dont nous essayons d'apaiser notre cerveau dans un monde qui a perdu ses repères existentiels. Alors, outre vos recherches, vos parcours en polytechnique, vous participez depuis 2015 à une réflexion collective sur les origines du langage, mais aussi les origines de la conscience et de la pensée. Et enfin, last but not least, j'avais quelques photos, mais vous êtes depuis quelques temps le héros d'une bande dessinée qui interpelle quand même votre travail pendant 4-5 pages. On n'aura pas le temps de le montrer ici, mais c'est très bien fait également. Alors, quand Moïra m'a demandé de présenter, d'introduire ce panel, je m'étais dit que, je me disais qu'en tant que littéraire, je n'avais pas tout à fait ma place. Et puis, comme je le disais ce matin, d'abord en lisant Où est le sens, on voit combien toute la fiction, le récit sont des pistes de réflexion pour également apaiser notre cerveau. Et puis, j'ai aussi été interpellée sur le fait que vous êtes vous-même romancier et que vous tenez très fort à cet aspect qui permet d'ouvrir d'autres pistes d'apaisement et d'interpellation. Vos ouvrages sont assez durs, tant ils nous mettent devant les faiblesses de ce striatum que nous avons habitué à de faciles cadeaux qui nous apaisent. Vous nous montrez que notre cerveau a peu changé depuis la préhistoire et que ce fameux striatum est aujourd'hui dans notre culture occidentale vite rassuré par, d'une part, la quête de domination sociale, mais surtout la consommation, la malbouffe, la pornographie, la drogue, la technologie. Nous sommes alors encore plus insécurisés, nos cerveaux zappent, appellent Deliveroo et cherchent à être rassurés devant une série télévisée. Nous avons cru pouvoir vivre sans sens, mais nos cerveaux restent insatisfaits et insécurisés. Ils s'inventent des comportements ritualisés, des récits simples, parfois même complotistes. Vous nous invitez, et c'est là que votre œuvre devient vraiment forte, plus largement dans le deuxième ouvrage, à recréer d'une part des rituels collectifs qui aident notre cortex tout en favorisant le partage d'émotions et l'appartenance culturelle. Vous appelez à réinvestir des récits de sens pour contrer ce que vous appelez les 4 piliers de l'enfer. La compétition, l'accélération, l'incertitude et la consommation qui, vous notez, s'alimentent mutuellement. Les récits sur l'origine du monde participent, écrivez-vous, à cette stabilité dont notre cortex singulaire a besoin. Dans le cadre de nos réflexions sur la transition au sein du GRIS, vous nous rappelez que nous, humains, nous rassurons également par l'empathie cognitive et la coopération. Seul, on n'y arrive pas. C'est le groupe qui nous fait avancer. Et le groupe ici devient de plus en plus fort. Nous avons réussi à survivre grâce à notre anticipation des comportements des autres. Et dans notre monde globalisé, malheureusement, hyper rapide, comment se relier, comment prédire les intentions des autres et savoir qui va coopérer. Nous discuterons, j'imagine, de cela dans un deuxième temps. Enfin, je termine, vous avancez un appel au sacré, à la sacralisation de la Terre via de nouveaux rituels nécessaires, des visions de monde commun, une sobriété choisie et la création d'émerveillement devant la richesse du vivant. Je ne vais pas tout dévoiler et réduire ici vos propos qui nous touchent dans nos retranchements et nos questionnements. Vous nous proposez une conférence en 2 temps, dont nous avions discuté. Vous nous présenterez d'abord ce que vous entendez par le bug humain. Nous pourrons alors prendre quelques questions sur cette partie-là. Et puis, nous poursuivrons sur votre second ouvrage consacré au sens. Comment, évidemment, répondre à cet appel gigantesque de redonner du sens et ressouder des liens. J'imagine que beaucoup de questions viendront certainement conclure cette rencontre. Malgré le ton parfois déterministe de vos observations, celles-ci nous interpellent au plus profond de nos pensées et comportements. Vos ouvrages, selon moi, permettent de nous sentir munis d'une nouvelle agentivité
et responsabilité. Et je vous souhaite à tous et toutes de vous sentir à la fois interpellés et reliés de cette discussion. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Véronique, de cette présentation exhaustive. Si j'avais voulu essayer de résumer les travaux en 5 minutes, je n'aurais pas fait mieux. Franchement, merci beaucoup. Maintenant, on va développer effectivement en 2 temps. Je vais commencer par vous parler effectivement de ce qu'il y a d'un petit peu déterministe, même si c'est pas déterministe. Le cerveau reste plastique, ça j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et sur ce qui nous pousse à creuser notre propre tombe, en fait, ce qui explique pourquoi l'humanité, tout en étant douée de capacités d'abstraction, de coopération hors du commun, s'est mise elle-même dans un piège dont elle n'arrive plus à sortir aujourd'hui. Donc il y a une sorte de force qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse vers le gouffre, et en ce sens, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu déterministe. Et tout ça, effectivement, fait partie de ce que j'ai développé dans cet ouvrage qui s'appelle Le bug humain. Donc on va passer une petite heure là-dessus ensemble. Je vais parler de ces travaux pendant 35 minutes, on aura peut-être un quart d'heure pour échanger. Et puis après, on abordera une autre phase du cerveau, on va dire moins axée sur la consommation pure, sur l'attrait du matérialisme, et plus attiré par ce qui fait sens, sur ce qui donne une cohérence à nos vies, et ce qui permet de trouver une justification de nos existences en dehors de l'accroissement du soi et de la consommation matérielle. Donc ça va être en gros les 2 parties. Pourquoi j'intitule cette première partie « Rééduquer son cerveau pour sauver la planète ». D'abord, oui, pourquoi aborder la question de l'avenir de la planète et du dérèglement climatique et de l'érosion de la biodiversité sous l'angle des neurosciences? Ça peut paraître un petit peu bizarre, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voyait très peu avant. Aujourd'hui, on a la réponse directement en regardant ce qui se passe après, par exemple, la COP26, où des climatologues ont été interrogés. L'un, notamment, qui l'a très très bien exprimé, c'est Kate Larson, qui est venu l'interroger pour lui demander, encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec le climat, avec la banquise, avec la fonte déglacée et compagnie. Et il en avait marre, il a dit, mais ça fait des années qu'on vous dit tout ça, maintenant, c'est plus des climatologues qu'il faut interroger, c'est des psychologues. Et c'est normal, enfin, moi, ça me paraît tout à fait évident, à partir du moment où nous sommes dans une situation qui a ceci d'inédit, c'est que c'est une situation d'effondrement macroscopique du monde physique, dont la cause est humaine. Longtemps qu'on dit le réchauffement climatique résulte de causes humaines. Et quand on a dit ça, si on s'interroge jamais sur qu'est-ce que c'est la cause humaine, ben on fait du surplace, jusqu'au moment où tout s'arrête. Moi, c'est ça qui m'a interrogé. Quand on va chercher les causes humaines, il y a forcément un moment, il faut aller quand même chercher dans le cerveau humain. Pourquoi? Parce que l'Homo sapiens, l'espèce à laquelle nous appartenons, est la seule espèce animale qui a le pouvoir, et on le voit à l'œuvre, de détruire presque toutes les autres. Heureusement, je pense qu'il en restera après nous, mais une grande partie du vivant, de dérégler complètement le climat et de causer sa propre perte. Donc là, il y a une particularité inhérente à l'espèce Homo sapiens, et il donne ce pouvoir, à travers son intelligence fantastique, d'exercer des effets désastreux. Et je crois que c'est ça, moi, qui a été le point de départ de ma réflexion, une espèce de paradoxe, de se dire, l'humanité a été tellement géniale qu'elle a pu vaincre la mortalité infantile, inventer les antibiotiques, faire voyager des gens à 300 km/h, envoyer des hommes dans la Lune, peindre la Joconde, construire des cathédrales, des pyramides, et en même temps cette intelligence tellement incroyable et assez stupide pour ne pas se rendre compte qu'il faudrait changer notre façon de vivre aujourd'hui pour éviter simplement de nous autodétruire. Donc ce paradoxe entre une intelligence incroyable et une stupidité profonde, c'est ça que j'appelle le bug humain. C'est-à-dire qu'on est habitué à se dire depuis 3000 ans que l'être humain est au sommet de tout. Mais en fait, peut-être qu'il est en bas de tout, parce que si on regarde le résultat à l'arrivée, il n'y a aucune espèce qui est capable de tout ficher en l'air. Vers de terre est plus évolué que l'homme de ce point de vue-là, mais contribue beaucoup plus à la perpétuation des équilibres du vivant que l'homme. Donc il y a un rééquilibrage à faire. Et si on cherche où est le paradoxe, alors d'abord, il faut savoir comment il se voit tous les jours. Moi, ça a été l'étincelle qui m'a mis en marche. C'est tout simplement, il y a quelques années, en 2017, d'entendre, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a eu un grand manifeste, pour le coup complètement international, transdisciplinaire,
plusieurs chercheurs, enfin plusieurs milliers de chercheurs du monde entier qui ont dit c'est pas possible, là on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, on fait n'importe quoi, on dérègle le climat, on est en train de perdre la richesse du vivant et ça va nous retomber dessus. Donc grand cri d'alarme. Et je me souviens avoir entendu ça lors d'un flash d'information le matin à la radio. Et ce qui était intéressant, c'est que le présentateur commençait en disant c'est une très très mauvaise nouvelle, nous avons ce cri d'alarme des 15 000 scientifiques du monde entier qui nous disent on n'atteindra jamais la limite des 2 degrés des accords de Paris, et donc on est en train de perdre la course contre le climat. Donc il dit très mauvaise nouvelle. Mais le lendemain, exactement à la même heure, dans le même flash d'information, le même journaliste disait très bonne nouvelle. Ah, je dis quoi la très bonne nouvelle? C'est qu'on a trouvé la parade peut-être. Il dit très bonne nouvelle, la France vient de vendre pour 50 milliards de dollars d'Airbus à l'Arabie Saoudite. Autrement dit, on va encore plus dans le mur en saturant l'atmosphère de gaz à effet de serre, en vendant des avions et en encourageant l'essor du trafic aérien. Et là, le bug, la contradiction était flagrante parce que dans la bouche d'un même individu qui a une audience très large, une personne qui a priori a une formation intellectuelle, qui n'est pas un imbécile, on voit des arguments totalement incohérents qui entrent en contradiction frontale. C'est-à-dire que la même personne ne se rend pas compte qu'elle dit le lendemain le contraire de ce qu'elle a dit la veille et que ça continue comme ça continue. On peut tirer la sonnette d'alarme tous les jours et aussi tous les jours se féliciter de l'essor du trafic des SUV ou des smartphones ou de quoi que ce soit. Et on va voir l'impact que ça a. Donc devant une contradiction pareille, quel est le problème? Le problème, c'est que d'une part, c'est une contradiction qui diffuse parce qu'elle est portée par les médias, mais c'est aussi, le problème, c'est qu'elle est chez nous tous. Moi, très vite, je me suis observé dans ma vie quotidienne, je me dis, je suis comme ça. Je consomme, j'ai 11 tonnes d'émissions de CO2 par an alors qu'il en faudrait 2. Je m'achète des smartphones, je m'achète des habits, je consomme l'équivalent de 3 terres, vous savez, avec les mesures, on reviendra dessus, de l'impact carbone des différents pays de la planète. On peut considérer par exemple que si tout le monde consommait comme un Français aujourd'hui, il faudrait 3 planètes pour renouveler les ressources naturelles en un an. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui est en dessous d'une planète par an. On vit tous à crédit. Donc cette contradiction, on la porte tous en nous, on la met en œuvre tous les jours. Comment c'est possible? Alors pour moi, qui suis neuroscientifique de formation, c'était un problème de neurosciences. C'est-à-dire que si on il y a quelque chose de contradictoire. Pardon. Dans le cerveau humain, il va falloir chercher où se trouve la connexion défaillante qui fait que nous ne nous comportons pas, nous n'agissons pas et nous ne parlons pas de façon congruente et de façon cohérente. Et alors là, l'intérêt, c'est de voir avec les données qu'on a aujourd'hui en neurosciences, c'est d'ouvrir la boîte noire du cerveau et de voir où peut se trouver le défaut de fabrication du cerveau humain qui nous maintient dans l'incohérence en permanence. Alors si on regarde schématiquement comment est fait un cerveau humain, il y a l'aspect qu'on connaît tous, l'aspect extérieur qui est cet aspect plissé, vous savez, qu'on appelle le cortex cérébral. La partie externe du cerveau, le cortex cérébral, c'est ce qui nous donne l'intelligence, ce qui nous donne la capacité d'abstraction, ce qui nous donne le langage, la capacité de planifier nos actions, d'échanger, de coopérer pour avoir des actions de groupe. C'est la partie évoluée de notre cerveau. Et elle s'est développée de façon accélérée au cours des dernières phases de l'évolution de la lignée anthropoïde, à partir de, on va dire, 200 000 ans ou 100 000 ans avant notre ère. Alors ça paraît long, mais à l'échelle de l'évolution des vertébrés, c'est relativement court. Et c'est cette partie du cerveau donc qui a pris une importance démesurée dans l'espèce Homo sapiens, qui nous a doté de tous les outils technologiques qui nous environnent. Ça, c'est la partie intelligente. Mais si on descend au fond du cerveau, au cœur du cerveau, on découvre l'existence de ce qu'on appelle les noyaux centraux, cet organe rosâtre que vous voyez là, qu'on appelle le striatum. Ce striatum est très très différent. Lui, d'une part, il est beaucoup plus ancien. C'est-à-dire qu'il s'est développé bien avant l'émergence de la lignée humaine. On le voit même chez des poissons fossiles comme la lamproie. C'est un organe qui s'est constitué il y a plusieurs centaines de millions d'années. Et il est absolument vital parce que lui ne fabrique pas du tout de l'intelligence, il fabrique des désirs, de la motivation à agir. Ce sont deux choses très très différentes. Donc il va nous pousser à réaliser certains comportements de façon presque automatique et il va nous inciter à le faire en nous récompensant quand nous le faisons à chaque fois par une molécule qui nous donne du plaisir. C'est pour ça qu'on appelle ce système le système de la récompense.
Et cette molécule s'appelle la dopamine. Donc à chaque fois qu'on va réaliser un certain nombre de comportements qui nous ont tous aidés à survivre depuis la nuit des temps, ce fameux striatum va nous récompenser avec une décharge de dopamine. Quels sont ces comportements? Des comportements essentiels à la survie de l'espèce humaine depuis des millions d'années. Il faut se replacer dans ce qu'étaient les conditions de vie de nos ancêtres Homo erectus il y a 1 million d'années dans la savane du Paléolithique, pour comprendre quels sont les besoins vitaux qu'il faut satisfaire pour survivre et perpétuer la lignée humaine. À cette époque-là, la première chose pour survivre, vous allez voir qu'il y a 5 grandes motivations humaines, c'est de trouver à manger. Évidemment, survie à court terme, il faut alimenter le corps en énergie. Pour ça, nos ancêtres avaient 2 méthodes, c'était la cueillette et la chasse. La chasse a ceci de particulier, c'est qu'à cette époque-là, quand vous arrivez à capturer une proie, ce qui est important, c'est d'arriver à en ingurgiter le plus possible en un temps limité. Pour plusieurs raisons. D'une part, il n'y a pas moyen de conserver la viande, un frigo. Donc, quand il y a de quoi manger, il faut vite manger avant que la chair se périsse. Puis, deuxièmement, vous pouvez aussi vous faire disputer votre proie par d'autres prédateurs. Donc, il y a une prime à la consommation rapide et massive. Voilà ce que le secrétariat m'a donné. Il y a du travail. Manger beaucoup et le plus rapidement possible, c'est ça la clé pour survivre en ces temps anciens. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce moment-là, votre striatum vous récompensez avec de la dopamine quand vous mangez sans limite le plus possible et le plus rapidement possible. La notion clé qu'il faut retenir, c'est que cette partie de notre cerveau qui nous récompense quand on mange, au départ, n'est pas programmée pour s'auto-limiter. Il n'y a pas de fonction stop, parce qu'un striatum qui est programmé pour s'auto-limiter à cette époque-là, il ne survit pas longtemps. Il y a un Homo erectus qui arrive qui dit « Bon, je vais laisser un petit peu, je fais un régime, je vais attendre avant de revenir manger du mammouth. » Et ben il revient, c'est trop tard. Et puis si jamais il ne retrouve pas une proie pendant des semaines après, qu'il n'a pas fait des réserves, ben lui, c'est terminé. Et donc sa lignée s'éteint. Ce thème est très très bien fait. Donc ça, c'est le premier grand besoin. Le deuxième, c'est une fois que vous avez survécu à court terme en vous nourrissant, la nécessité, c'est de transmettre la vie à plus long terme. Pour ça, il faut faire des copies de votre ADN, donc par la reproduction sexuée, dans la plupart des espèces de vertébrés. Et la reproduction sexuée consiste à faire le plus de copies de votre ADN possible. Et la théorie de la sélection naturelle vous indique qu'il vous faut faire plus de copies de votre ADN que le voisin ou que les rivaux. Donc là encore, il va y avoir une prime à des relations sexuelles les plus nombreuses possibles. Et à chaque fois que vous allez avoir des relations sexuelles, depuis très très longtemps, votre striatum vous récompense avec un shoot de dopamine. On peut encore faire l'expérience de ça aujourd'hui. Ce système est très robuste et s'est mis en place depuis très longtemps. Il ne s'est pas modifié depuis également très très longtemps. Là encore, aucune raison de s'auto-limiter parce que c'est pareil. Dans un groupe d'Homo erectus, si vous en avez un qui a le plus de rapports sexuels possible et puis l'autre qui se dit non, moi je vais faire acte de tempérance et m'astreindre à une forme d'ascèse, et ben, le résultat, c'est qu'il y en a un qui va avoir beaucoup de descendants. Et dans un monde où il y a beaucoup d'écrémage, avec beaucoup de mortalité infantile, ben, celui qui a fait le plus de copies au départ, c'est celui qui a le plus de chances d'en transmettre à l'arrivée. Donc ce système, toujours, va pousser à avoir le plus de relations sexuelles possible. Troisième grand besoin dicté par la dopamine du striatum, c'est le besoin de statut social. Dans un groupe d'hominidés, depuis très longtemps, il y a des hiérarchies. Et ce qui est très important, bien à retenir, c'est que celui qui occupe un statut social élevé, et on le voit encore, il y a des études à la fois dans les peuples de chasseurs-cueilleurs et à la fois dans nos sociétés, celui qui a le statut social le plus élevé a l'accès le plus facilement à la nourriture, besoin numéro 1, et également à plus de partenaires sexuels, besoin numéro 2. Donc à chaque fois que vous allez vous élever dans la hiérarchie sociale, votre striatum, là encore, va vous récompenser avec une décharge de dopamine. Et là encore, sans limite fixée a priori. Il y a un quatrième grand besoin auquel on pense un petit peu moins souvent, c'est que l'idéal pour transmettre vos gènes et pour survivre, c'est certes de manger, de vous reproduire, d'être le chef, mais c'est encore mieux si vous arrivez à faire tout ça en économisant vos efforts, laissant les autres faire les efforts pour vous. En général, être le chef, ça aide pour ça. Pourquoi est-ce que c'est important? En fait, ça, c'est quelque chose qui remonte bien avant même les premiers vertébrés, il y a 500 millions d'années, dans les océans du Précambrien. Si on remontait 1 milliard d'années en avant, les premières bactéries dans les océans primordiaux étaient déjà munies d'un mécanisme de survie qui s'appelle l'homéostasie, qui consiste à maintenir les équilibres biochimiques à l'intérieur de tous ces vivants. Et pour ça, il faut minimiser les dépenses d'énergie et maximiser les apports d'énergie. Donc ça va donner lieu à la loi du moindre effort. Vous avez aujourd'hui dans le striatum
de tous les mammifères, y compris dans notre cerveau, dans notre striatum. Ce qu'on voit ici, c'est l'activation des neurones dopaminergiques dans le striatum d'un être humain quand il arrive à minimiser ses efforts. C'est-à-dire concrètement, si vous êtes chez vous et que vous avez le choix pour changer de chaîne devant la télé, soit vous vous levez pour franchir quelques mètres et appuyer sur le poste, ou simplement appuyer sur la télécommande en piochant dans le paquet de chips sans vous lever du canapé, eh bien, ces neurones à dopamine vont s'allumer dans la deuxième, quand vous choisissez la deuxième option. Ça va nous pousser à faire le moins d'efforts possible, puis ça va amener au phénomène de sédentarisation et d'obésité, on va le voir tout à l'heure. Cinquième grand besoin, c'est le besoin, ça on y pense encore moins souvent, c'est le besoin de trouver de l'information. Capter de l'information dans le milieu naturel, c'est la condition absolue de la survie pour nos ancêtres dans la savane du Paléolithique. Vous le voyez encore si vous avez besoin de survivre en conditions naturelles. Ce qui va vous permettre de survivre, c'est de trouver des informations. C'est-à-dire trouver des traces, par exemple, d'animaux, qui peuvent être des proies possibles, une branche cassée, une trace dans la terre molle, et puis surtout savoir donc, détecter l'information et l'interpréter. Savoir si c'est une proie ou un prédateur, parce que dans un cas, c'est la vie, et dans l'autre cas, c'est la mort. Donc notre striatum a développé cet instinct de survie qui est basé sur la détection très très sensible de sources d'informations qui, dans le milieu naturel, sont des informations discrètes. Le milieu naturel est pauvre en informations comparé à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut avoir un striatum très très sensible à l'information, quelle qu'elle soit. Il a développé cette très très grande sensibilité et a réussi en fait à nous amener jusque là où nous sommes. En fait, ce système-là, avec ses neurones et cette dopamine, est un outil de survie absolument fantastique. C'est pour ça que je me dis on pourrait être content finalement. Ce cerveau-là a été taillé pour survivre dans ces conditions et il nous a permis de survivre. C'est fantastique. Merci striatum. Là, l'histoire pourrait être merveilleuse, mais malheureusement, tout est en train de se retourner. C'est-à-dire que cet outil de survie est en train de devenir un outil de destruction. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre cerveau, qui a été notre meilleur allié pendant des millions d'années, devient notre pire ennemi. Pourquoi? Ce qu'on a retenu, c'est que lui, le striatum, il va nous donner du plaisir à chaque fois qu'on réalise ces 5 grands comportements. Et il va nous donner du plaisir à chaque fois qu'on cherche à réaliser ces comportements le plus possible. Il n'est pas programmé pour s'auto-limiter. Qu'est-ce que ça donne, ce système-là? Ben, souvenez-vous, le cerveau humain aujourd'hui, c'est 2 choses. C'est le striatum au milieu qui dit vas-y, mange, domine, reproduis-toi. Et autour, il y a ce qui est arrivé plus tard dans l'évolution de la lignée humaine, c'est-à-dire le cortex cérébral. Le cortex cérébral, lui, est capable d'inventer plein de choses pour satisfaire les besoins du striatum sans limite. Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va inventer des outils. Déjà, il y a 1 million d'années, on commence à tailler des bifaces, des silex, des têtes de flèches, on invente des armes de jet. Les armes de jet, ça permet à nos ancêtres, il y a 50 000 ans, de chasser du gibier avec une nouvelle efficacité. Et puis plus tard, encore mieux au néolithique, on va maîtriser les ressources alimentaires en mettant les animaux dans des enclos, en développant l'agriculture. Donc là, l'intelligence humaine, l'organisation dans des groupes de plus en plus étendus, va permettre de maîtriser les rendements agricoles, donc de produire de plus en plus facilement. L'étape d'après, l'invention de la roue, l'arère, la culture des champs, l'invention des engrais pour faire monter les rendements. Ensuite, on va avoir même les organismes génétiquement modifiés, les moteurs à explosion pour avoir des machines agricoles de plus en plus performantes. Tout ça va donner une machine agro-industrielle dont le résultat, c'est de donner aux besoins alimentaires du striatum toujours plus facilement. Et lui, comme il n'a jamais été programmé pour s'auto-limiter, eh ben, il mange. Et le résultat, c'est qu'on a basculé dans une société de pléthore, où on ne sait plus s'arrêter. Logiquement, c'est l'obésité, c'est la sédentarité, et c'est les courbes d'obésité qui sont en essor sur tous les continents. Et à tel point qu'en 2019, l'OMS disait que pour la première fois, on mourrait plus des conséquences du surpoids et de l'obésité, toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète, tout ce qui s'ensuit, globalement, que de la faim dans le monde. On est passé d'une problématique de rareté à une problématique d'excès. Et en fait, notre cerveau a très très bien géré le problème de la rareté pendant des millions d'années. Et il arrive dans une problématique de l'excès, il ne sait pas gérer, parce qu'il n'a jamais été configuré pour ça. Oui. Alors, le résultat concret, c'est qu'en faisant tourner la machine agricole industrielle en boucle, on arrive à des émissions de gaz à effet de serre qui sont dantesques. Aujourd'hui, l'agriculture industrielle rend compte de à peu près 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui a été notre garant de notre survie pendant très longtemps, aujourd'hui est en train de préparer notre apocalypse. Le deuxième grand besoin, souvenez-vous, c'est pareil, le besoin de sexe. Dans la savane du Paléolithique, le fait de vouloir avoir plein de relations sexuelles
D'une part, ça portait une limite qui était la taille des groupes, c'était quand même quelques dizaines d'individus. Bon, ça limite. Et puis, il y avait l'hiérarchie, donc le chef, il faut affronter le chef, compliqué. Donc, le striatum, lui, il ronge son frein pendant très longtemps. Il a envie de sexe, ok. Là-dessus arrive le cortex cérébral. Vachement malin, il invente des trucs, Internet, les sites de rencontres, les sites pornographiques. Alors, pour le striatum, c'est open bar. Il se trouve face à cette offre pléthorique de sexe. Il clique, il consomme, il sait plus s'arrêter. Donc, ça donne des addictions sexuelles, ça donne des chiffres qui donnent le tournis, 136 milliards de vidéos pornographiques consommées par l'humanité en un an. On se dit que c'est dématérialisé. En fait, c'est de la vidéo. La vidéo, c'est très, très gourmand en données. Et c'est probablement entre un quart et un tiers du trafic numérique global aujourd'hui, le porno, parce que c'est de la vidéo vraiment en haute définition, très, très lourde, évidemment. Et le numérique, en tant que secteur d'activité de l'industrie aujourd'hui, a dépassé en émissions de gaz à effet de serre le secteur aérien. On se dit que c'est dématérialisé, en fait. Rien que la pornographie, aujourd'hui, a un impact considérable sur la possibilité d'une génération future à vivre dans une atmosphère respirable. Il faut dire ça. Voilà. Alors, après, il y a les autres besoins dont on parlait, le besoin de statut social. On revient à Homo erectus dans ces petits groupes dans la savane qui veut se battre pour être le chef, ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'environnement. Par contre, pareil, l'évolution d'Homo sapiens faisant en sorte que le cortex cérébral se développe, il invente encore plein de choses fantastiques. Les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça fait, les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux statutaires, typiquement Facebook, Instagram, ça permet à chacun de se dire qu'il a une certaine importance dans sa communauté. Vous allez chercher des likes, vous allez chercher des amis, vous allez chercher de la visibilité dans votre groupe qui vous donne l'impression d'avoir un certain statut. C'est ça qu'on cherche fondamentalement. Alors, quand on était dans nos petites peuplades d'autrefois, le statut, c'était dur à gagner, évidemment, parce qu'il n'y a qu'un chef. Mais les réseaux sociaux, ça peut faire croire à des milliards de gens qui sont tous quelque part un petit peu le chef ou moins un mâle bêta dans leur petit groupe. Et donc, ça résout quelque part la quadrature du cercle de donner un statut social virtuel à des milliards d'individus qui ne peuvent pas tous être le chef de tous les autres. Le résultat, c'est qu'on voit ce qui se passe dans le cerveau. Les expériences d'imagerie cérébrale aujourd'hui, on fait rentrer des gens dans des scanners d'imagerie cérébrale, donc pour voir le fonctionnement de leur cerveau. Et on les fait jouer à des jeux de type, voilà, vous allez surfer sur un réseau social de type Facebook, et à chaque fois qu'ils gagnent un like, on voit le striatum qui envoie de la dopamine. Et par contre, à chaque fois qu'ils perdent un like, la dopamine s'arrête. Ça, c'est horrible. Quand la dopamine s'arrête, c'est exactement ce qui se passe chez un toxicomane qui n'a pas sa dose. Mais vraiment, c'est ça. Donc, ça crée un besoin, ça crée une angoisse, ça crée un mal-être, donc il faut y retourner. Donc, le besoin auquel on s'est enchaîné pour retourner sur ces réseaux, pour se sentir exister, pour se sentir valorisé, pour se sentir avoir un statut, c'est pas rien. Alors, évidemment, on n'a pas attendu Internet pour avoir des outils pour afficher son statut social. Il y a par exemple, bien avant Internet, l'automobile. Aujourd'hui, pareil, vous mettez des gens dans un scanner d'imagerie cérébrale, vous leur montrez des voitures de sport, tout de suite le striatum s'allume. Symbole de statut social. Pour les hommes, en tout cas. C'est l'expérience qui marche chez les hommes. On verra la différence. Et non, mais ça, c'est en plus, ça a été renforcé par toute la politique de marketing pour relancer l'économie américaine dans les années 1920. Ça, c'est très instructif, il faut se rappeler ça. À cette époque-là, vous avez eu des débuts d'engorgement en fait, des chaînes de montage dans les usines d'automobiles, parce qu'en fait, c'était une époque où les Américains commençaient un peu à avoir tous chacun leur voiture, et donc ils n'avaient plus besoin d'en acheter d'autres. Donc c'était la cata. Hein. Faut voir le président Hoover à l'époque avait commandé un audit pour se dire comment on va sortir de cette situation pour que les usines ne ferment pas. Et l'audit, qui est très intéressant à lire, révèle ceci, c'est qu'on a trouvé le moyen de vendre aux gens sans limite. Il suffit de leur dire, vous avez une voiture, mais oui, mais est-ce que vous en avez une de plus que le voisin? Et là, on active le besoin de comparaison sociale. La conclusion du rapport, elle est enthousiaste et on vient de faire une découverte fantastique. Les besoins humains sont insatiables. On peut les pousser à la hauteur qu'on veut. Et c'est vrai, à condition d'activer ça. Aujourd'hui, vous avez une voiture, très bien, mais on va vous dire, est-ce que vous avez l'option toit ouvrant, Bluetooth, radar de recul? Est-ce que votre frère ou votre voisin va avoir envie de conduire votre voiture? Il faut les écouter, les pubs, ça marche comme ça. Jusqu'où ça va aller, c'est la question. En tout cas, le besoin de statut social est extrêmement destructeur dès qu'il s'assortit en fait du dispositif pour produire et pour faire vendre sur la base de ce besoin. On vient sur le quatrième grand besoin, le besoin du moindre effort. Bon, vous vous souvenez, on a ces neurones à dopamine qui s'allument quand on arrive à en faire le moins possible. Alors, qu'est-ce que ça a pour conséquence? C'est-à-dire concrètement, si vous avez le choix, par exemple, le matin,
quand il fait froid, quand il neige, quand il pleut, que c'est difficile, qu'il y a de la distance à parcourir. Entre prendre votre vélo ou vous asseoir confortablement sur les sièges de votre berline en mettant la climatisation et la radio, vos petits neurones à dopamine vont s'allumer dans le deuxième cas. Donc, poussez à choisir l'option la moins fatigante. Alors, on peut passer par-dessus tout ça. Mais quand même, il y a cette pulsion de base. C'est pas un déterminisme, c'est une pente. On peut suivre ou pas. Mais évidemment, tout l'appareil industriel derrière, pour vendre des appareils qui nous simplifient la vie, va utiliser cette inclination de l'être humain et ça va se concrétiser par tout ce qu'on a appelé les appareils connectés, la domotique, le fait qu'on va arriver à vous vendre des fours que vous pouvez commander à distance, vous pouvez commander vos volets roulants sur votre résidence secondaire au bord de la mer depuis votre bureau dans la capitale sans vous lever. C'est très amusant, mais ça consomme une énergie folle. Et les assistants vocaux aujourd'hui, où est le besoin, on ne sait pas, mais en tout cas, ça va titiller nos neurones à dopamine parce que si vous voulez commander vos sushis dans un site de livraison dans la journée, ce qui déjà économise pas mal d'efforts, et si en plus vous voulez même pas vous fatiguer à appuyer sur les touches de votre ordinateur, vous vous contentez d'articuler quelques mots paresseux et l'assistant vocal va vous faire livrer vos sushis. Voilà, c'est toujours pareil. Alors, le côté un petit peu délicat, c'est de voir où est la limite parce qu'évidemment, la capacité de l'industrie à soulager nos efforts a fait faire d'énormes progrès. Par exemple, la condition des femmes qui étaient soulagées des tâches ménagères vers le milieu du XXe siècle avec la démocratisation de l'électroménager. Mais la question, comme d'habitude, c'est que le striatum n'a pas de limite fixée a priori. Donc, il ne sait pas où s'arrêter. Donc, après, quand on vous propose des voyages à l'autre bout du monde pour 50 €, tout ce qui va vous permettre de soulager vos efforts, va toujours trouver ce point d'ancrage dans votre cerveau. À tel point, d'ailleurs, je trouve ça amusant parce qu'on dit, oui, mais on aime faire du sport quand même. On aime faire des efforts. Oui, on aime faire du sport. Et ce qui est marrant dans les salles de sport, c'est qu'on voit parfois des petits détails qui nous rappellent que même quand on veut faire un effort, il y a toujours quelque part nos petits neurones à dopamine qui sont prêts à prendre l'escalator. Et venons-en donc au quatrième grand besoin. En quoi le besoin d'information de nos ancêtres, qui les a aidés à survivre, des chiffres, les détails cruciaux de leur environnement, devient un problème. Bon, on a ce striatum hypersensible à toute forme d'information. Alors, vous voyez, ce qui se passe, il est projeté dans le monde actuel, qui a été transformé par le cortex cérébral, et le monde actuel est saturé d'informations. Vous les voyez dans la rue, des écrans qui captent votre attention. Au travail, vous avez des alertes email qui captent votre attention alors que vous essayez de traiter un dossier pour attirer justement votre attention sur un fait qui vous intéressera ou pas. Mais bon, vos neurones à dopamine vont être captés par cette nouvelle information qui vous est donnée. On a tous dans notre poche un micro-ordinateur qu'on appelle un smartphone et qui en fait nous propose des infos à tout bout de champ, des notifications, la plupart du temps complètement inutiles, mais on ne peut pas résister, on sort, on regarde. Les chaînes d'information continues, les sites d'information continue qui peuvent être déroulés à l'infini. Si vous faites l'expérience, vous pouvez passer votre vie à dérouler le fil d'infos continue dans les transports ou ailleurs. L'information n'est pas stockée, n'est pas analysée, mais le système de détection de l'information qui libère à chaque fois une petite décharge de dopamine s'allume à chaque fois. Il n'a pas été programmé pour s'arrêter. Donc ça, c'est l'inflation de l'offre d'informations ou de chaînes du bouquet TV, de la presse qui est pléthorique, même si aujourd'hui elle est phagocytée par le numérique, mais tout ça forme un monde saturé d'informations. Saturé d'informations, et face à cette offre pléthorique, on est comme les personnes en surpoids à qui on propose une alimentation pléthorique, qui ne peuvent pas résister parce que le striatum n'a jamais été programmé pour résister à ça. Ça lui aurait été fatal. Donc on prend tout ce qu'on peut. Et le résultat, c'est l'infobésité, l'équivalent pour l'information de l'obésité pour l'information, pour l'alimentation. C'est-à-dire qu'on est gonflé d'informations inutiles et qui nous saturent tellement l'esprit qu'on ne sait plus trier le grand drame des fake news et des théories du complot et de la post-vérité aujourd'hui. C'est que l'information est tellement pléthorique et on la consomme tellement de façon pulsionnelle grâce à nos neurones de dopamine que la partie intelligente de notre cerveau n'est plus mise à contribution. Ça encourage une prolifération de l'information encore supérieure et que face à cette prolifération de l'information, on ne sait même plus distinguer le vrai du faux. Et sans compter qu'évidemment, ça fait de nous des espèces de personnes greffées de 1000 appareils qui ne se parlent plus trop les uns aux autres, malheureusement. J'ai vu cette transition autrefois dans le métro, les gens se regardaient, se parlaient, et puis très vite tout le monde a été devant son écran, avec une satisfaction souvent assez médiocre à l'arrivée. Alors, une fois qu'on sait tout ça, une fois qu'on est passé d'une société de la rareté, qu'on a été sauvé de ça par notre striatum, mais qu'aujourd'hui on est plongé dans une société de la pléthore qu'on ne sait pas gérer à cause de notre cortex cérébral, qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut se dire maintenant, il faut arrêter de vouloir toujours plus. Il faut qu'on arrive à calmer notre striatum, à lui dire tu as eu ce dont tu avais besoin, maintenant c'est pas la peine d'en rajouter. Alors lui, il ne va pas l'entendre de cette oreille, lui, il est justement animé d'un principe fondamental qui s'appelle l'habituation hédonique et qui à mon avis est central pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à ralentir et à diminuer. Ou alors, pourquoi il faut des efforts surhumains pour mettre en œuvre ces procédés et ces conduites de frugalité. Il y a ce principe d'habituation hédonique qui est une caractéristique des neurones, donc des cellules nerveuses du striatum, donc qui libèrent de la dopamine. Cette caractéristique, c'est la suivante, c'est que si vous donnez une gratification, un plaisir alimentaire, sexuel, financier, que sais-je, à un cerveau humain, vous avez le striatum qui va libérer de la dopamine au début, et puis si vous lui redonnez tous les jours la même chose, au bout d'un moment, il en libère de moins en moins, et puis il n'en libère plus du tout. Il s'habitue au plaisir, et il devient indifférent. L'habituation au plaisir, c'est l'habituation hédonique, donc. Et le seul moyen, en fait, pour le forcer à libérer de nouveau de la dopamine, et donc à nous faire ressentir de nouveau du plaisir, c'est d'augmenter les doses. Et concrètement, ça veut dire que si vous avez une augmentation, par exemple, salariale, au début, vous avez de la dopamine, un an après, ça ne vous fait plus rien, vous dites, il faut que je sois de nouveau augmenté. On sait tous ça. On veut toujours plus. Et si vous avez une nouvelle voiture au début à dopamine, je conduisais, le plaisir des sièges neufs, de l'odeur, de se sentir entouré de confort, de sentir ronronner le moteur, et puis quelques mois après, on devient s'habituer, quoi. Puis on commence à regarder la voiture dans la vitrine du nouveau concessionnaire qui vient de s'installer. Le nouveau téléphone, vous avez l'iPhone 47, et ben au bout de quelques mois, l'iPhone 47, ben, ça suffit plus, tout le monde là, et puis il me fait plus rien, je suis habitué, j'ai fait le tour, et on vise l'iPhone 48. 4G, 5G, 6G, 7G, 8G. C'est ça, ce mécanisme de croissance biochimique d'un cerveau. Il est là depuis l'aube des temps. Il est ce qui a fait le succès de notre espèce, qui est une espèce basée sur la conquête, l'extension du territoire. Homo sapiens a pris la place des autres espèces cousines qui pouvaient exister en son temps, parce que c'était une espèce invasive. Une espèce qui, une fois qu'elle a gagné, étendu son territoire jusqu'à un certain niveau, se dit ça ne me suffit pas. Évidemment, après, ça donne des guerres quand tout le monde est au coude à coude. Et puis surtout, une fois que tout le monde a rempli la planète et qu'on se heurte aux limites de la Terre physique elle-même, ben cet instinct de croissance se heurte de front à un mur. Et comment on peut gérer ça? Ben, on peut pas. Parce que ce qui nous donne du dopamine dans la tête, de la dopamine dans la tête, lui est programmé pour aller toujours plus loin. Ben, ça donne Elon Musk, typiquement. Voilà. Le gars qui n'a pas compris qu'il y a des limites. Mais comment faire? Comment dépasser cette frontière? C'est ça qui va être difficile. Alors, il y a une première façon d'y répondre, c'est de se dire quand même, il y a la question des échéances futures. On est intelligent aujourd'hui, on a les rapports du GIEC, on a des projections précises dans le temps qui nous disent, si on continue comme ça, eh bien, peut-être que les générations futures, peut-être dans 20 ou 30 ans, ils pourront peut-être même pas vivre comme on fait. Il y a des estimations qui nous disent peut-être qu'il y aurait à manger, non pas pour 10 milliards de personnes sur la planète dans 70 ans, mais pour 1 milliard. Est-ce que vous voulez en faire partie? Par quoi il faut passer pour faire partie de ce 1 milliard-là? Par quelle guerre? Par quel conflit? Par quelle souffrance? Alors on se dit, waouh, c'est vrai que ça me fait réfléchir. Je vais calmer mon striatum parce que je sais qu'il y a le futur. Et là, c'est pas la peine. Parce que le striatum, il a une capacité fondamentale, une caractéristique, c'est qu'il est aveugle au futur. Il est totalement insensible à la dimension temporelle des choses. Lui, il a été programmé pour réagir aux récompenses immédiates. Et là encore, ça se comprend. Je reprends le gars qui est devant sa carcasse de mammouth. S'il se dit, non, je vais pas manger tout de suite, c'est fini pour lui. Les occasions qui se présentent dans un milieu hostile doivent être prises instantanément. Et notre striatum s'est habitué à nous récompenser à chaque fois qu'on le faisait de façon instantanée. Et aujourd'hui, cet attrait pour l'immédiateté de notre système de récompense, eh bien, il a été étudié depuis déjà un moment au laboratoire. Il y a une expérience fameuse dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'expérience du marshmallow, qui consiste à faire venir des enfants, ça a été fait sur des enfants au début, dans un laboratoire, et de leur il leur proposait une friandise en leur disant soit tu manges le marshmallow tout de suite, soit tu attends 3 minutes. Et si tu attends 3 minutes, tu en auras 2. Alors là, on va voir la réaction des enfants.
Le gamin. Non, est-ce que je coupe le son de l'ordi pour pouvoir parler, vous expliquer. Tu ne peux pas modifier mon son. Je vais faire là. Donc, ce qui se joue à ce moment-là, alors on le voit, c'est en fait ce qui se passe dans la tête du gamin. C'est qu'il y a un conflit entre la partie antérieure de son cerveau, le cortex préfrontal en jaune, qui dit bah, il faut attendre, si tu attends, tu en auras 3, et le striatum au milieu qui dit bah, là, tu as une récompense directe, il faut, si tu manges maintenant, tu as de la dopamine. Donc comment est-ce qu'il va trancher entre les deux? Alors il y en a qui vraiment luttent de toute leur force, et il y en a d'autres. Alors, c'est ce que j'ai l'expérience, c'est que la majorité craque en fait. Donc, le striatum, dans la plupart des cas, remporte ce bras de fer intérieur. Mais bon, lui, il a quelque chose. Lui, il résiste. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est important à voir. Ça joue pas. C'est des grosses choses, on peut. Ça, on a vu. OK. Et là, évidemment, vient la fin de l'expérience. Alors, la fin de l'expérience, chose promise, chose due, l'expérimentatrice revient et elle dit, voilà, tu as bien résisté, donc tu vas avoir tes 2 marshmallows. Et ça, on se dit, ben voilà, c'est ça peut-être l'avenir de l'humanité. Voilà. Sauf que ça ne dure jamais très longtemps. À la fin, le striatum gagne toujours. Ça rappelle un vieil adage du football. Mais c'est ça, parce qu'en fait, quand on fait les mêmes expériences sur des adultes, on le fait en général plutôt avec des sommes d'argent. On constate le même phénomène, qui s'appelle la dévalorisation temporelle. C'est-à-dire que plus une récompense est éloignée dans le temps, dans le futur, moins elle a d'impact sur notre système motivationnel. C'est-à-dire que ça ne va pas résonner affectivement. Il n'y a pas de dopamine à la clé. Le striatum, il ne comprend pas. 30 ans, ça ne veut rien dire pour lui. Donc, c'est ça qui fait que finalement, quand on a le choix, si soit dans 30 ans, c'est la catastrophe, soit je renonce maintenant à ma côte de bœuf et mon smartphone, ben, c'est toujours la côte de bœuf et le smartphone qui gagne. Enfin, je dis toujours, c'est pas un déterminisme et ça dépend des personnes. Et on va voir que le cerveau est plastique. Mais ça a une conséquence. Ça a une conséquence, on l'a compris, on est attiré par ce qui est immédiat. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on va être attiré par tout ce qui peut nous être fourni sans attendre. C'est l'impatience, l'impulsivité. Le problème, c'est qu'on a tous une part d'impulsivité, on peut y céder ou on peut y résister, mais que la technique, le tissu industriel économique qui a été construit au niveau global par l'humanité permet de produire des outils industriels et techniques qui vont encourager ce changement. Et on le voit, par exemple, sur tous les indicateurs qui nous montrent, par exemple, l'augmentation de la vitesse des composants électroniques, qui nous montre par exemple la prise de marché des plats tout préparés qui permettent de se faire à manger en 45 secondes avec le four à micro-ondes plutôt que de passer 2 heures à mijoter une bonne vieille blanquette. Bah, c'est ça. C'est que tout ce qui est proposé de façon instantanée et rapide ne fait que satisfaire ce besoin d'immédiateté. L'augmentation de la vitesse, par exemple, dans les transports, également ça, on ne supporte pas d'attendre. Si on peut faire le même trajet en 2 heures plutôt qu'en 6 heures, bah, il va y avoir une offre derrière pour suivre le moment d'accélération de la société également. Quelles vont être les conséquences de ça? On va se tourner vers des services de livraison à domicile dans la journée, par exemple. L'explosion d'Amazon, c'est ça. On est devenu impatient, donc on va se tourner vers des services qui nous proposent de plus en plus vite. Des gens aujourd'hui qui vous disent, moi, si j'arrive à un guichet, je vois qu'il y a une queue, ben, j'y vais pas. Je supporte plus d'attendre plus de 10 minutes. Si j'ai une appli sur mon ordi qui commence à ramer avec une barre d'attente qui est trop longue, je m'énerve. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, vous avez le striatum qui demande, il dit, allez, je veux tout de suite. À l'avant du cerveau, donc l'avant du cerveau, c'est le haut, là. Vous avez la partie qui permet de patienter, celle qui était en jaune chez le petit garçon. Et puis vous avez donc le striatum que vous voyez ici en vert. Bon. Et vous avez entre les deux des fibres, vous voyez ici en bleu, qui s'appellent les fibres de substance blanche. Ce sont des câbles
neuronaux, ce qu'on appelle des axones, qui permet à l'information de circuler. Donc, vous avez une information qui va circuler de l'avant du cerveau vers le striatum, connexion inhibitrice, c'est-à-dire que ça va permettre à la partie de la volonté de l'avant du cerveau de dire au striatum non, pas maintenant. Il faut résister. Ce qui se passe, c'est quand on est confronté à des offres de services qui nous donnent tout de plus en plus rapidement, eh bien, ces fibres bleues-là vont avoir tendance à s'atrophier, à se réduire. Donc, la capacité de notre cerveau, de notre volonté, du cerveau préfrontal, de bloquer les pulsions du striatum va s'affaiblir aussi. On va devenir de plus en plus impatient. Donc, on va se tourner davantage vers toute offre commerciale qui va nous proposer les choses un peu plus vite. Donc, ces offres commerciales vont prendre des parts de marché. On va devenir prendre l'habitude d'avoir tout de plus en plus vite. Et ces fibres vont s'atrophier encore plus. Donc, on va se tourner de plus en plus vers toute nouvelle offre sur le marché qui va nous proposer les choses un peu plus vite. Donc ça, c'est un cercle vicieux. Donc, on va devenir de plus en plus impatient au point de devenir des incontinents cérébraux. Alors que ce qu'il faudrait, c'est au contraire développer ces fibres de substances blanches qui, en l'occurrence, sont colorisées en bleu et qui nous permettraient justement de donner la priorité aux enjeux d'avenir lointain par rapport à l'attrait du plaisir instantané. C'est ça qu'il faudrait développer, mais notre société nous pousse à faire le contraire. Ce qui entraîne un phénomène d'accélération aussi, dont on commence à subir aussi les conséquences négatives en termes de stress, ça on en parlera tout à l'heure. Alors comment se sortir de ce mauvais pas? Eh bien, il va falloir utiliser son cerveau différemment. C'est pour ça que j'avais intitulé la conférence « Rééduquer son cerveau pour sauver la planète », parce que toutes ces données nous livrent un constat. C'est-à-dire que le carburant de l'action, c'est la dopamine. Ce qui fait qu'on va se lever le matin avec l'envie de faire des choses. Quelle que soit la chose qu'on va avoir envie de faire, ça va mobiliser ce neurotransmetteur. Il y a souvent les gens qui me disent dans les conférences, le problème c'est le striatum, si on l'enlevait tout simplement. Alors, ouais, c'est vrai. Après tout, on a eu l'appel de la lobotomie, on pourrait faire la striatotomie. Bon. Alors, mauvaise idée, parce que il y en a des cas cliniques de personnes chez qui le striatum est abîmé ou détruit, et c'est catastrophique en fait. C'est très étrange comme tableau clinique. Ce sont des personnes qui peuvent converser avec vous, raisonner, lire. Impossible à discerner d'une personne normale. Par contre, si vous la mettez assise sur une chaise, vous allez la retrouver le soir assise sur la même chaise, sans avoir bougé. Vous pouvez mettre un plateau repas devant elle, elle n'y aura pas touché. Alors si vous mettez la nourriture dans sa bouche et que vous lui dites est-ce que c'est bon, elle dit oui, c'est bon. Mais la capacité à s'auto-activer pour désirer faire quelque chose n'existe plus. Donc si on avait les striatums, on serait tous dans notre chaise sans bouger, on aurait résolu le dilemme pascalien, c'est merveilleux, et puis on aurait résolu tous les problèmes de la planète au bout de 48 heures, parce que ça peut se mordre de faim et de soif assez rapidement. C'est ce qui est observé chez des souris de laboratoire, chez qui on a justement lésé le striatum de façon spécifique, se comporte normalement, mais elles se laissent mourir de faim. Donc on a besoin de ces réseaux de neurones et de cette dopamine pour exister en tant qu'être humain, pour désirer, pour se mettre en mouvement. La question c'est comment obtenir cette dopamine d'une façon qui ne soit pas destructrice pour notre planète et pour notre environnement. Alors, il y a trois pistes. La première, c'est d'utiliser une partie de notre cerveau, une capacité de notre cerveau qui est sous-estimée et sous-exploitée aujourd'hui, qui est la capacité du cortex cérébral à produire de la conscience, pas seulement de l'intelligence pour fabriquer des appareils fantastiques. C'est la conscience, c'est quoi? C'est être capable d'être présent à ce qu'on fait quand on le fait, se rendre compte de ce qui arrive. Il y a une dimension essentielle qui est la capacité à savourer, à ressentir. C'est pas rien. Quand on mange, les 3/4 du temps, on n'est pas vraiment présent à l'acte de manger. C'est machinal, on se nourrit rapidement, souvent devant un écran. Le résultat, c'est que comme notre conscience est capturée par l'écran, elle n'est pas présente pour les sensations, les saveurs. Le résultat, c'est qu'on consomme entre 40 et 60% de calories en plus quand on mange devant sa série télé, par exemple. Et donc, une chose très simple, c'est de remettre la conscience, pleine conscience dans la boucle, dans l'acte de consommer. Vous mangez, vous éteignez les écrans, vous savourez, prenez le temps, vous fermez les yeux, vous mettez des mots sur ce que vous ressentez, et là, tout change. Là, il peut y avoir du plaisir avec très peu de quantité de stimulation. Donc, l'enfer de l'habituation hédonique peut être repoussé d'une certaine façon.
Et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de thérapie, par exemple, pour les personnes qui sont en alimentation compulsive, en surpoids, parce qu'ils mangent de façon machinale, justement, devant la télé, devant leur smartphone, et qui mangent juste pour combler une sorte de vide, une difficulté à être présent à ce qu'ils font. Chez ces personnes-là, il y a une reprise de contrôle des impulsions alimentaires et une perte de poids. Et c'est des ateliers simples, par exemple, où on va se focaliser sur un grain de raisin sec, le regarder, le sentir, le faire tourner dans la bouche pendant un quart d'heure pour en détailler toutes les saveurs, en groupe, en parlant, en se rendant compte de tout ce que veulent dire toutes ces petites saveurs dans notre palais, comment ça remonte au cerveau, comment ça permet aussi, sur le temps long, de mettre en place des systèmes automatiques de satiété, des systèmes endocriniens de la satiété, c'est très important. Et tout ça, ça fonctionne très très bien. Et les gens sortent de ces séances en disant « j'ai l'impression d'avoir presque fait un repas avec un raisin sec ». Alors, il faut dire presque quand même, parce qu'on ne peut pas tous se nourrir d'un raisin sec comme ça. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir énormément de dopamine et de plaisir avec très peu de stimulation. La clé là-dedans, le facteur limitant, ça va être le temps. Parce que pour arriver à ça, il faut pouvoir se poser, il faut pouvoir ne pas être pris dans l'urgence, vraiment avoir le temps de convoquer aussi les représentations mentales, de passer du temps avec ce qu'on mange. Et ça, ce temps long, c'est le facteur limitant. Aujourd'hui, on l'a pas, on est sans arrêt pressuré, il faut se nourrir rapidement sur un coin de table. Souvent, ça crée du stress. Quand on a du stress, on veut de la nourriture grasse et sucrée. On mange de façon compulsionnelle, on est en mode survie. Ça, c'est complètement incompatible avec une direction qui irait vers une forme de sobriété alimentaire. Mais on peut faire le même raisonnement sur les 4 autres grands besoins. Donc ça, c'est la première voie, qui est la voie de la conscience, avec des techniques qui existent, la technique de pleine conscience. Le succès, par exemple, de la méditation de pleine conscience, c'est pas une mode, ça répond aujourd'hui à un besoin, qui a besoin de se sentir de nouveau exister. Parce que le drame de l'habituation hédonique qui fait qu'on a besoin d'augmenter les doses sans arrêt pour ressentir quelque chose, en fait, ça nous condamne à ne plus ressentir de plaisir. Quand il faut toujours plus, on est dans une course en avant pour rattraper le plaisir qui s'enfuit sans arrêt. Donc, remettre la main sur le temps et sur la conscience, c'est la condition d'un vrai hédonisme, en fait. Ça, on s'en rend pas compte. On est pris dans l'idéologie de la croissance. Mais en fait, la croissance, c'est presque le contraire du plaisir. Bon, ce sera pour la philo pour la fin. Alors, la deuxième piste, c'est les découvertes fascinantes sur le pouvoir de l'altruisme. Là, l'idée, c'est de se dire, si on pouvait avoir cette dopamine, non pas en augmentant son statut, en augmentant son revenu, en ayant le dernier smartphone, en s'affichant sur les réseaux sociaux, arrêter de dire moi, mais partager. Est-ce que ça pourrait pas libérer de la dopamine? Alors, ça paraît une vision un petit peu bisounours, mais non. On a des expériences qui ont été menées à l'université de Zurich en 2018, qui montrent que si vous faites asseoir des gens dans une salle et vous leur donnez une somme d'argent, avec le choix, soit vous gardez l'argent pour vous et vous rentrez chez vous, soit vous le partagez avec un inconnu qui est dans une autre pièce et que vous ne reverrez jamais. Vous avez une partie des gens qui vont prendre l'argent, repartir chez eux et avoir de la dopamine dans leur striatum, ce qu'on voit là. Mais vous avez aussi d'autres personnes qui vont partager une fraction importante de la somme qui leur a été dévolue et qui vont avoir une libération biochimique de dopamine dans leur striatum et donc un plaisir, tout comme en mangeant un bon burger. Comment c'est possible, ce truc? Alors, il y a une partie de la réponse qui vient quand on observe les données de façon un peu plus détaillée, parce qu'il y a une répartition inégale selon les sexes. C'est principalement chez les femmes qu'on voit la libération de dopamine en situation d'altruisme et de partage. Souvent, chez les hommes, c'est dopamine quand je rentre avec l'argent dans la poche. Bon. Pourquoi? Alors, il y a eu des discussions, est-ce que c'est hormonal, est-ce que c'est chromosome X, chromosome Y, mais pas tellement de pistes explicatives à ce niveau-là. Par contre, une explication très forte qui est venue de la sociologie à travers le concept d'éducation genrée. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui comment sont éduqués les petits garçons et les petites filles, encore dans la quasi-totalité des sociétés dans le monde, c'est qu'on voit très très bien une petite fille qui rentre de l'école qui dit « Ah, ma copine, elle avait oublié son goûter, j'ai partagé, je l'ai consolée parce qu'elle s'était fait mal. » Là, on voit la famille, les parents disent « C'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. » Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le striatum de la petite fille, il entend « Ah, je suis valorisé, j'ai un statut quand je me comporte comme ça. Les gens font attention à moi, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui, dans la société, va me valoriser. » Donc, le striatum, dopamine. Et ça va être comme ça tout du long. Et après, ça donne aussi ce qu'on voit au niveau de psychologie sociale, par exemple, dans l'attitude des hommes et des femmes
quand il s'agit de négocier des augmentations salariales. On voit des femmes qui osent moins, qui veulent moins, qui demandent moins. Et on se demande pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, ce qui leur a donné de la dopamine bien souvent, c'était autre chose que demander plus. Alors qu'évidemment, on voit dans les cours de récréation, on voit dans les familles, partout, le petit garçon qui rentre, qui dit, il a essayé de me piquer mon goûter, je lui mets mon poing dans la figure, c'est bien mon garçon, te laisse pas marcher sur les pieds. La vie, c'est compétitif. Tu verras, on ne te fera pas de cadeau. Et donc ces discours-là vont aboutir à valoriser les filles et les garçons de façon différentielle, soit par rapport à un comportement altruiste, soit par rapport à un comportement compétitif. Donc, la compétition, c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais ce que nous montrent ces données-là, c'est que le striatum n'est pas figé, n'est pas déterministe. Il peut être recablé en fonction de la norme sociale qu'on lui propose. Ça, c'est un moyen d'action qu'on a pour changer les cerveaux. Il ne faut pas croire à la science-fiction, on va mettre des électrodes, triturer les cerveaux dans des gens comme ça. Donc on n'est pas prêt de le faire et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. En revanche, les normes sociales, on la main dessus, en partie. Les normes, c'est pas facile à créer, mais c'est quand même malléable. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est pas juste dans le giron de la famille que ce discours doit être développé. Une norme, pour être une norme, doit être transversale. La famille, c'est l'école, c'est le débat public, c'est les médias. Sinon, c'est pas une norme. Et donc, c'est là que c'est difficile. Mais bon, je crois que c'est là qu'on peut faire quelque chose. Et la troisième voie d'action, c'est la connaissance. C'est très puissant. Là, c'est des expériences de l'Université de Californie, 2014 déjà, qui montrent que si vous emmenez un jeune, par exemple, au musée, vous lui faites ouvrir une encyclopédie, vous lui montrez le ciel, vous prenez le nom des arbres, le nom des étoiles, la pure curiosité commence à libérer de la dopamine dans son striatum, et cette dopamine va diffuser dans les zones voisines du cerveau, notamment l'hippocampe, qui est crucial pour l'ancrage des souvenirs. De telle sorte qu'à ce moment-là, il va ressortir de ce moment partagé avec une connaissance, une nouvelle vision du monde, quelque chose qui ne va pas partir aussi facilement qu'une nouvelle news sur Twitter ou sur une fil d'information continue. C'est quelque chose qui va le grandir, qui va le nourrir de l'intérieur. Alors pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de plus de miser sur cette dopamine de la connaissance? C'est très simple. Ça se joue à 20 minutes. Il faut 20 minutes à peu près pour que la dopamine commence à être libérée face à un contenu un peu abstrait, face à une parole diffusée par un enseignant, par un parent, face à un écrit dans un livre, alors qu'il suffit d'une demi-seconde pour avoir de la dopamine avec un jeu vidéo ou en regardant une vidéo YouTube. Et quand les enfants aujourd'hui ont le choix entre les deux, le combat est inégal. La connaissance telle qu'elle est diffusée aujourd'hui perd d'avance face au numérique. Donc là, ça demande une action concertée. Évidemment, les familles, le corps enseignant, les normes qui vont valoriser ceux qui s'intéressent aux choses de l'esprit, les dévaloriser comme l'intello de la classe, c'est hyper important. C'est ça qui fera que notre striatum pourra se nourrir d'autre chose que de petits plaisirs, de petites cacahuètes instantanées. Donc là, c'est pareil, c'est à tout le monde de s'y mettre. Il n'y a pas de fatalité là-dedans, mais aujourd'hui, on a pris le chemin inverse. Et je terminerai sur cette image-là, qui pour moi rend bien compte de la pulsion que l'humanité n'a jamais réussi à dompter, celle du toujours plus. Et qui était d'ailleurs très bien pressentie déjà par les anciens. C'est un tableau du XVIe siècle qui fait référence à l'histoire biblique de la tour de Babel, avec cette hubris, cette volonté de l'homme de s'élever toujours plus, qui se heurte fortement, au bout d'un moment, à une limite. Et je m'arrêterai là-dessus pour cette première partie, et on peut peut-être échanger dans un premier temps.